Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le jeudi 25 janvier 2018. Comme vous le savez, cet après-midi, nous avons la BCE avec un statu quo qui est bien évidemment attendu. Mario Draghi également. Alors les avis sont plutôt divisés. On va parler de tout ça dans un petit instant. Avant toute chose, je vous invite à prendre avertissement de je vous invite à prendre connaissance, pardon, de cet avertissement égal sur les risques, excusez-moi. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors au niveau de l'actualité qui s'est déroulée hier, on a eu le pétrole qui a atteint un plus haut depuis 2015, étant donné qu'on a eu la 10e semaine de baisse consécutive des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Une baisse plus importante que ce qu'attendait le consensus. Au niveau de la politique américaine, on a le DXY qui a atteint un plus bas de 3 ans après les propos du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. Alors je ne sais pas comment ça se dit exactement, qui, en bref, a indiqué qu'un dollar faible était bon pour les États-Unis, pour le commerce américain. Au niveau de la zone euro, on a l'indice PMI Composite qui a sorti un plus haut historique, ce qui montre quoi? Ce qui montre que les directeurs d'achat ont une forte confiance sur l'activité économique. Au Royaume-Uni, on a un taux de chômage qui se stabilise depuis 3 mois à des plus bas de 43 ans à 4,3%. Néanmoins, on a des salaires qui augmentent au même rythme que les précédentes publications et que ce qu'espérait le consensus, c'est-à-dire à 2,5% me semble-t-il. Et en Nouvelle-Zélande, hier soir, on a eu la publication de l'inflation, qui a ralenti au quatrième trimestre de l'année 2017 sur unité de temps annuelle à 1,6% contre 1,9% au troisième trimestre. Donc ça a mis, comme nous allons le voir dans quelques instants, une belle baisse sur le NZD. Au niveau des chiffres de Wall Street et des indices asiatiques ce matin, on a le DXY hier qui a perdu 1%, ce qui est beaucoup pour un indice. Je vous rappelle que le DXY c'est un indice, donc c'est beaucoup. Le Dow Jones qui a rebondi. Alors au niveau des indices américains, on retrouve un peu l'inverse de ce qu'on a connu le jour précédent. Le jour précédent, je vous rappelle, le Dow Jones était en baisse parce que on avait le secteur technologique qui était l'un des seuls secteurs à être haussier. Et Nasdaq surperformé. Et là, c'est tout l'inverse. On a prise de bénéfices. Voilà, on a les indices, les valeurs techno qui n'étaient pas haussières hier. Et donc le Nasdaq, on peut voir, a inscrit le plus fort recul, 0,61%. Le S&P a suivi, moins 0,06%. Et de l'autre côté, du côté du rendement du 10 ans, eh bien, hier on était à 2,61, le jour précédent on était à 2,65. Donc en fin de compte, ce qui s'est passé hier, c'est simplement un retracement de ce qu'on avait connu le jour d'avant, c'est-à-dire mardi. Au niveau du yen, il est à l'équilibre, plus 0,01% ce matin à 8h53. Le gold évolue de plus 0,34, un plus haut depuis l'été dernier, et le nickel, le Hang Seng perd du terrain. Alors bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Olive que je salue également. Catherine, bonjour Catherine. EuroBP baisse jusqu'à 0,85. Qu'en pensez-vous? Alors on allons voir ça dans un petit instant. Bildo, Phil, Loïc, voilà. Bien le bonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Bonjour Ramzi. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors on poursuit le point de marché. Au niveau du calendrier économique, mis à part le discours de Mario Draghi, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est pas vraiment le communiqué de la BCE, c'est le discours à Francfort à 14h30. Donc, mis à part cela, on a l'enquête IFO qui sera importante. Nous aurons par la suite des statistiques américaines, comme la balance commerciale des biens, les nouvelles inscriptions aux allocations chômage et les ventes de logements neufs. Alors, on passe sur la plateforme. Avec, pour commencer, le DXY qui, voilà, a validé son signal qui avait déjà été donné mardi à la clôture des 90. Clôture 90, je vous rappelle, c'est un signal baissier. Hier, moins 1%. On casse un support. Le prochain, il est à
88 à peu près. Donc voilà, ça donne une bonne probabilité de baisse. Mais attention, on a quand même un RSI qui est très très bas. On a un RSI qui est très très bas, donc voilà, faut faire attention au niveau du momentum. Alors c'est pas parce qu'il est extrêmement bas que le cours va rebondir immédiatement, mais ça veut dire d'un point de vue trading, c'est pas le moment de vendre. C'est beaucoup trop risqué de vendre quand le momentum est en survente et dans une zone d'excès. Et à l'inverse, c'est beaucoup trop risqué, à mon sens, hein. C'est peut-être pas pour d'autres, hein, mais personnellement, je trouve risqué d'acheter, par exemple, Wall Street, étant donné que le momentum est en excès. Voilà, donc dès qu'on a un momentum de toute façon en excès, que ce soit en surachat ou en survente, je pense que c'est très risqué de se positionner dans le sens de la tendance. Donc voilà, DXY en tout cas c'est baissier. Maintenant attention, on a quand même un indice très très bas. Si l'indice était très bas, c'est-à-dire que ces composantes ont également un dollar qui est survendu. C'est pas que le DXY. Si on regarde l'euro-dollar, bon, il va toucher 1,25 probablement aujourd'hui. En tout cas, il va les frôler. Alors, juste parenthèse pour prendre un peu de temps, parler de Mario Draghi, puisque c'est l'événement du jour. Honnêtement, rien n'est attendu de la part de Mario Draghi. Enfin, personnellement, moi, je n'attends rien. Euh, enfin, moi, j'attends rien personnellement. Mes collègues n'attendent rien non plus. Honnêtement, il ne devrait pas avoir un ton hawkish au vu de la tendance de l'euro. Au vu de la tendance de l'euro, parce que si on revient en septembre, lors de son discours en septembre 2017, on avait un euro qui a progressé de 14% depuis le début de l'année, et il avait un ton dovish à ce moment-là, en disant que l'euro va baisser les prochains mois, ces 2-3 prochains mois. Ce qui avait été le cas. Vous voyez, septembre, son discours, ensuite on a vu pendant 2-3 mois une baisse. Donc voilà, je pense que l'euro a besoin de respirer. 1,25 c'est déjà une très bonne performance. En fait, c'est la prévision de 2018. Honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas à ce que l'euro atteigne. Il n'y a pas encore atteint 25, mais ça sera fait d'ici. Si c'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait d'ici les prochaines séances. Mais concrètement, voilà, Draghi devrait et la BCE devrait, je pense, essayer de faire respirer le marché parce qu'un euro trop fort, c'est quand même c'est pénalisant pour la zone euro. Même si la zone euro va bien mieux qu'il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, elle reste quand même fragile. Et l'inflation n'arrive pas à atteindre 2%, ce qui est en même temps normal au vu de la tendance de l'euro. Si on avait un euro qui était resté à 1,5 il y a 1 an, l'inflation, si elle n'était pas à 2%, elle aurait été très très proche. Aujourd'hui, l'IPC Core, il est à 0,9. L'IPC classique, il est à 1,4. Il varie autour des 1,5, on va dire. Donc voilà, il est en dessous de l'objectif de la BCE. Je vous rappelle, l'objectif de la BCE, c'est que l'inflation soit proche des 2%, mais en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est relatif. Les banques centrales ont souvent une fourchette à 2%. Enfin, ils ont une médiane à 2% et une fourchette de plus ou moins 1% d'inflation. Ce qui fait de plus 1 à plus 3%, c'est la fourchette où ils ne vont pas augmenter où il y a peu de chances que la politique monétaire change, pardon. Pas qu'il y ait des hausses ou des taux, mais que la politique monétaire change. Donc voilà. Et pour la BCE, il faut savoir que l'inflation moyenne depuis le début des années 2000, c'est aux alentours des 1,7-1,8%. Alors que la Fed, c'est de 2,1. Donc en fait, on a un objectif théorique des banques centrales qui sont à peu près le même, c'est 2%. Mais en fait, les décisions des banquiers, ne vont pas je pense, ne reposent vraiment pas sur cet objectif, mais plutôt sur la moyenne historique. Alors, image bloquée, me dit-on. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que l'image fonctionne bien, s'il vous plaît? Bonjour à vous Didier, pour ceux qui viennent nous rejoindre, hein. Oui, l'image est OK. Bon, c'est parfait. C'est parfait.
Alors donc voilà, donc en clair pour cet après-midi, la BCE, personnellement, je m'attends plutôt à un ton, à un aspect dovish de la part de Mario Draghi. Donc c'est possible que l'euro vienne atteindre 1,25, mais voilà, ce qu'attend le marché, les nouvelles décisions de Mario Draghi sont attendues à partir du mois d'avril. Donc ce mois-ci, il ne devrait pas y avoir de vraiment de, enfin tout à l'heure, il ne devrait pas avoir d'annonce ou de catalyseur qui permettrait de faire progresser l'euro au-dessus des 1,25. Bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Au niveau du GBP, 1,43, plus haut à 1,43 cette nuit, ce qui est énorme. On a RSI qui est à 85. D'ailleurs, si on regarde le screener avec les zones d'excès, là c'est quelque chose que j'ai rapidement fait. Donc là, on a le screener, c'est-à-dire que ça va chercher dans toute ma liste qui est ici les RSI qui ont une valeur en excès, c'est-à-dire au-dessus de 70 ou en dessous de 30. Et on peut voir que le RSI parmi toutes ces composantes-là dans ma liste à gauche, le plus élevé, qu'un RSI le plus élevé, c'est le GBP. Vient ensuite le S&P, l'AUD. Et parmi tout le FX, donc qui est surligné en rouge, on peut voir que toutes les paires qui sont en excès, qu'elles soient en surachat ou en survente, sont cotées face au dollar. USD CHF en survente, USD Yen en survente, Euro-dollar en surachat, NZD-USD en surachat, AUD-USD en surachat. Il manque plus que l'USD CAD et le GBP-USD pardon qui est en surachat également. Et le DXY qui est parmi toutes ces composantes l'actif dont le RSI est le plus faible. Ce qui, voilà, même si la tendance est haussière sur DXY, voilà, ça m'empêche d'avoir à court terme un opinion très baissier. Je m'attends vraiment, voilà, on a eu la cassure des 90, certes, peut-être qu'en intraday on va continuer à baisser, mais je pense que le rebond sur le DXY peut être important. Alors je ne dis pas un retour à 93 ou un retour à 95, je dis juste que c'est possible qu'on connaisse déjà un rebond au moins jusqu'à 90. Au moins jusqu'à 90. Et s'il revient à 90, si le momentum sort de sa période de sa zone d'excès, pardon, si par exemple il revient à 50, ça serait une excellente opportunité, je pense, pour passer à la vente de nouveau sur le dollar. Et ce, sur du moyen long terme. On attend toujours un 21 pour entrer. Oui, Philippe, honnêtement, euro-dollar, ça peut être un petit peu, comment dire, inquiétant de voir cet euro-dollar à 1,2450 et en se disant qu'on n'est pas rentré à 1,22. Mais honnêtement, je pense qu'un pullback à 1,21 est largement possible à moyen terme, d'ici pour les prochaines semaines, pour la raison que je vous viens de citer, c'est que le dollar est survendu, peut-être trop survendu. Déjà que survendu, c'est un excès, trop survendu, c'est peut-être trop, enfin, voilà. C'est pour moi beaucoup, je ne peux pas avoir un opinion baissier sur du court moyen terme avec un momentum du dollar à cette valeur-là. Ça me semble vraiment beaucoup trop dans l'excès. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un rebond du dollar, un rebond du momentum, un rebond du dollar. Ça peut arriver, ça peut être créé si Mao Draghi est dovish aujourd'hui et qui déçoit donc le marché. Ça pourrait être le catalyseur qui pourrait faire rebondir le dollar, comme ça peut très bien être le 30-31 janvier où la Fed va avoir son premier communiqué de l'année. Communiqué des taux directeurs, même si le marché n'attend rien, il n'y a aucune hausse des taux qui est attendue pour euh, pour cette réunion de la Fed en fin janvier. Mais voilà, on a peut-être un communiqué qui va être au quiche et qui va satisfaire le marché. Donc voilà, ça peut tout aussi bien être cet après-midi que mercredi prochain où il pourrait avoir le rebond du dollar. Mais en tout cas, je pense qu'on arrive d'un point de vue timing en swing trading à un timing où il ne faut pas vendre le dollar. Pas l'acheter non plus parce qu'on reste dans une tendance baissière, mais il faut attendre le pullback pour se réinsérer dans le sens de la tendance. Alors on continue sur les paires majeures, le SDCHF qui est revenu à 0,94. Alors j'étais presque, enfin le premier objectif avait été très bien conclu à la parité, mais ensuite j'ai envisagé une hausse à la clôture Unity de 2016 et là par contre j'étais totalement à côté de la plaque, je le reconnais. Je m'attendais
pour être honnête avec vous, que le franc suisse sous-performe le dollar, ce qui n'est pas le cas. Si on regarde le graphique des devises majeures depuis le début de l'année, on a le CHF qui fait une aussi bonne performance que l'euro ou le yen. Donc voilà, pour le CHF, honnêtement, je reconnais, j'étais à côté de la plaque. Maintenant, on arrive sur un niveau de support. Je pense que ce niveau de support, il peut être brisé au vu de la tendance du dollar, mais bon, restons prudents quand même parce que ouais, je n'ai pas une opinion très bullish sur le franc suisse. Je n'ai pas une opinion très bullish, donc voilà, je vais m'abstenir de donner un scénario, mais en tout cas, le prochain support technique majeur, c'est 0,9335. Ça, c'est un fait. Donc c'est possible que l'USDCHF revienne jusqu'à ce niveau de prix. Alors j'ai des questions sur le DAX, je vais y venir juste après le Forex, hein. Je ne vous oublie pas. Le NZD, donc on a eu une petite prise de bénéfice sur le NZD cette nuit au vu de l'IPC qui a été publié hier. On a un momentum également en excès, donc prudence sur les positions acheteuses sur le NZD. On pourrait être en fin de course, même si à moyen terme, je vous cache pas que mon opinion est clairement haussier. On a le commencement, le début d'un cycle de hausse des taux qui devrait commencer de la part de la RBNZ d'ici cet été. Voilà, donc et ça n'a pas été pricé. Faudrait que je regarde les probabilités, mais il me semble que ça n'a pas été pricé, hein, du moins intégralement, et loin d'être intégralement. Donc on a encore une marge de progression pour l'NZD sur du moyen terme. Voilà, mais à court terme, attention parce que encore une fois, on a le NZD qui est en surachat, ce qui veut dire que le dollar est en survente sur cette paire. Le JBP on l'a fait, hop hop hop, l'AUD. Alors l'AUD USD, on a un breakout, donc c'est un signal haussier si l'AUD clôture au-dessus de ce niveau de prix, 0,8054. Qu'est-ce qu'est ce niveau de prix? C'est tout simplement le plus haut de l'année 2017. Donc si on a une clôture au-dessus du plus haut journalier, du plus haut prix de clôture journalier de 2017, c'est un signal bullish jusqu'à la prochaine résistance à environ 0,82. Donc si ce soir ce chandelier-là clôture au-dessus de ce niveau de prix, signal haussier jusqu'à 0,82. Alors je passe sur les indices, je regarde rapidement les questions. Alors, bonjour, il y a une grosse erreur de timing pour le DAX hier, pourquoi ne pas avoir donné de stop? Alors, écoutez, c'est pas je donne des stops, je ne donne pas des stops tout le temps. Simplement parce que je ne suis pas là pour donner des stratégies tout le temps. Je donne des points d'entrée, des objectifs. Après le stop, ça vous convient également. Moi, je donne des idées de trading. Dès que j'ai une idée de stop, je vous la donne. Je donne des idées d'objectifs. Maintenant, c'est à vous de prendre vos décisions également. Je ne peux pas trader à votre place. Donc voilà. Parfois, je vais donner des stops. Parfois, je vais pas en donner. Parfois, je donne des objectifs. Parfois, voilà. C'est comme ça. Donc c'est pas parce que je suis aussi sur le DAX que je vais vous dire de prendre des bénéfices à ce moment-là, prendre des stops à ce moment-là. Moi, ce que je vous partage, c'est des zones de résistance, des zones de support. Après, voilà, vous en faites ce que vous avez envie de ces informations-là. Donc le DAX, en effet, on a eu un bon repli. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'euro qui a fortement progressé, donc ça a fait pression sur les marchés de la zone euro. Donc oui, en effet, on a eu une belle baisse sur le DAX. On a eu une belle baisse que je n'anticipais pas. En même temps, est-ce que quelqu'un anticipait la hausse de l'euro hier? Je ne sais pas. Si vous l'anticipiez, eh bien écoutez, c'est parfait pour vous. Maintenant, moi personnellement, je n'anticipais vraiment pas cette hausse ce momentum de l'euro hier. Donc voilà, je ne pouvais pas anticiper cette baisse du DAX. Ce qui est sûr en tout cas, en termes de fait, c'est que le DAX et les indices de la zone euro ne sont pas en excès, alors que Wall Street l'est. Donc si on a des petites inquiétudes au niveau de la capitalisation de Wall Street, au niveau de cette tendance, si on commence à avoir des inquiétudes grandissantes, c'est sûr qu'on aura un reflux
au bénéfice des actifs de la zone euro. Je ne parle pas d'un crash boursier sur les actions américains où là, ça aurait et bien évidemment un impact sur tous les marchés actions. Mais simplement une réallocation des portefeuilles serait au bénéfice des actifs de la zone euro. Pour le DAX, vous êtes dû à la volatilité. Alors la baisse du DAX ou des indices de la zone euro hier, c'était à cause de la monnaie. Hein. C'est à cause de l'euro. Si vous superposez, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de corrélation entre l'euro et les indices de la zone euro, c'est faux. On sait que, alors il n'y a pas une corrélation totalement positive, il y a des phases, mais on sait que ça a un impact. C'est comme si vous dites que le yen n'a pas d'impact sur le Nikkei. Voilà. Et plus la balance, plus la région exporte, et plus la monnaie, on va dire, aura d'impact. Généralement, je parle bien, aura d'impact sur les indices. Par exemple, les États-Unis ont une balance commerciale négative, ce qui veut dire qu'ils importent plus qu'elles n'exportent. Si vous superposez le DXY et Wall Street, vous ne verrez pas grand-chose d'intéressant. Si vous superposez les indices de la zone euro, par exemple le CAC ou l'Eurostoxx avec l'euro, vous allez voir des fortes zones, des forts moments de corrélation. Après, il n'y a pas que la corrélation qui est bien jouée un rôle sur les actifs de la zone euro. Sinon, ça serait beaucoup trop facile à anticiper. Et sinon, ils auraient été haussiers, baissiers depuis, depuis que l'euro était à 1,05. Ce qui n'est pas le cas. Donc, on a également des phases d'appétit pour le risque. Maintenant, si vous regardez le Nikkei et le yen, bon, on l'a déjà montré des dizaines et des dizaines de fois dans mes webinaires, mais vous savez très bien qu'il y a une corrélation totalement positive. Donc voilà. Alors, Shérif qui me dit, est-ce que Mario aura-t-il un effet sur le gold? Alors, euh, autant qu'il aura un impact sur le dollar, pour répondre concrètement à votre question. Donc tout va dépendre de son ton. Si bien évidemment il déçoit le marché va vendre de l'euro, acheter du dollar, et donc ça va faire pression sur l'or. Voilà. Donc en fait l'or il va réagir dans la même direction que l'euro, avec un momentum beaucoup moins important. Parce que vous doutez bien que c'est pas parce que Mario Draghi va arrêter son QE que les gens vont acheter de l'or, par exemple. Voilà, c'est un impact sur l'euro qui a un impact sur le dollar, et donc le dollar qui a un impact sur le gold. Voilà. Donc c'est un effet de cascade. Disons que le discours de Mario Draghi n'a pas un impact direct sur l'or, mais ça va être plutôt des effets secondaires. Donc oui, il y aura un impact. Maintenant, s'il a un ton vraiment neutre et que le marché s'attendait à ça, bah le marché va pas réagir, donc l'euro va rester plutôt flat. Il y aura peut-être un petit peu de bruit, mais ça va rester globalement flat. Donc le dollar va rester à plat et le gold va rester à plat. Voilà. Donc voilà. Encore une fois, les analystes n'attendent rien de Mario Draghi cet après-midi. Il n'y a pas de nouvelle annonce par rapport au QE, par rapport à une possible hausse des taux qui serait annoncée, ou par rapport à un changement de communication. La communication devrait rester encore assez euh, voilà, confiante, mais à la fois dovish pour la zone euro. C'est-à-dire que voilà, il y a des indicateurs, la zone euro qui va beaucoup mieux, comme en témoignent les indicateurs macroéconomiques. Maintenant, pour beaucoup, ils n'ont pas atteint, enfin pour surtout l'inflation, ils n'ont pas atteint l'objectif de la Banque centrale. Donc voilà, ça devrait être un peu le même discours que les précédents. Donc voilà, au niveau des indices, ça va dépendre, comme vous l'aurez compris, essentiellement aujourd'hui également de Mario Draghi. Donc d'un point de vue technique, 5467, c'est un fort niveau de support qui n'a pas été dépassé, vous voyez, depuis que le cours évolue au-dessus depuis le 5 janvier. Donc depuis le 5 janvier, il a été testé. Donc pour être précis, c'est 5470. Donc pourquoi pas payer les 5470? Maintenant attention, si l'euro dépasse les 1,25, vous l'aurez compris,
ce support sur le CAC sera mis en danger. Voilà, maintenant, au vu de ce qu'attendent les analystes, a priori, ce support ne devrait pas être cassé. Maintenant, voilà, on reste dans une sphère de trading. L'Eurostoxx, s'il vient à 3624, ce qui est le prix de clôture de 2017, ça pourrait être intéressant à payer pour du swing et viser les 3700 points. D'un point de vue swing, ça serait intéressant. Avec une idée de stop, Philippe, par exemple, ça serait en dessous du précédent plus bas. De toute façon, moi, c'est toujours cette stratégie-là que je donne. Mettez un stop au-dessus du précédent pivot. Donc, voilà, c'est 3500. Vous voyez que là, c'était plus bas. Donc, aux environs, hein, je dis bien, des 3680, par là. En dessous des 3600, en tout cas. En dessous des 3600, vous voyez qu'en prix de clôture, si on prend un prix de clôture, les 3600 n'ont pas été dépassés pendant cette phase de consolidation. Donc, pourquoi pas en mettre un en dessous. Mis à part cela, on a le MIB qui rebondit ce matin sur ce plus haut mensuel de 2015. Vous voyez, fraîchement cassé, on a un pullback. Techniquement, c'est un signal haussier. Maintenant, attention, on est quand même dans une phase de momentum qui a été en excès récemment. Et je pense que les indices européens sont très intéressants à payer pour du moyen et long terme dès qu'ils retrouvent leur moyenne mobile à 200 jours. En tout cas, pour ce qui est du risque politique en Italie, vous savez qu'il y a des élections d'ici 2 mois en Italie. A priori, le marché n'est pas plus inquiet que cela. On a le spread qui reste stable, le spread Allemagne-Italie, le spread France-Italie qui reste stable, et on a le MIB qui est l'indice de la zone euro le plus performant. L'indice majeur de la zone euro le plus performant. Donc voilà, le marché ne semble pas plus inquiet. Donc une stratégie d'achat pour viser à court terme les 24 000, vous voyez que c'était une zone de résistance, eh bien pourquoi pas. Alors on va tracer voilà, donc là c'est la clôture 2017. Donc voilà, et ce qui fait de ce niveau de support, les 21 800, un niveau de support très intéressant. Bruno, un avis sur le Nikkei. Alors Bruno qui me demande sur le DAX. Alors je reviens sur le DAX, je viens de sortir je viens d'avoir fini le DAX, mais bon, le DAX, si on a un retour à 13 300, pardon, ça serait un niveau de prix potentiellement intéressant. Maintenant, encore une fois, pour l'analyse que je viens de vous donner sur les indices à zone euro, si on a un euro qui vient atteindre 1,25 et qui dépasse 1,25, ça fera pression sur les indices. Donc il pourrait très bien peut-être enfoncer ce niveau de support. Mais en tout cas à court terme, si on estime que les 1,25 c'est une zone de résistance sous lequel le cours devrait prendre des bénéfices, alors, étant donné que cette zone à 1,25 est relativement proche, ce support à 13 300 sur le DAX est relativement proche également et correspond assez bien, je pense, à 1,25 sur l'euro. Donc si l'euro consolide à 25, le DAX pourrait très bien trouver un support à 13 300. On continue sur le MIB, sur le FTSE. Voilà, le FTSE sous pression, surtout à cause de la livre. On a ce fameux retour à 7600. Est-ce que c'est une opportunité d'achat? Je pense que oui. Je pense que oui, le momentum a très bien respiré, comme on peut le voir, il est à 43. Je pense que c'est parmi les indices majeurs celui dont le momentum est le plus faible, à cause de cette livre sterling, encore une fois. Vous voyez que le GBP est sorti de ce canal dans lequel il évolue depuis un an. Il atteint un 43, alors je pense qu'on va avoir un fort retracement. Je pense qu'on a atteint une forte zone de résistance en termes de prix, mais également en termes de momentum. Donc, voilà, je ne serais pas du tout surpris si la livre se replie au moins jusqu'à 40. J'attendrai même personnellement que le cours revienne dans cette zone inférieure de ce canal pour m'intéresser aux positions acheteuses. Mais donc le JBP, je m'attends à une baisse. Et donc le FTSE devrait mécaniquement en profiter. Donc 7006,
Pour moi, ça se paye. Ça se paye pour du court, moyen ou long terme. Pourquoi explicitement 1,25 comme prix d'influence sur les indices? Parce que 1,25 c'est un seuil psychologique sur l'euro-dollar. C'est un fort seuil psychologique. D'un point de vue mensuel, vous voyez que, bon, c'est pas très lisible, je vous l'accorde. Hop. Mais vous voyez que 1,25, c'est également cette moyenne mobile à 200 mois. C'est également proche de ce haut du canal baissier. Donc voilà, on arrive de plus en plus, les zones de résistance s'accumulent à 1,25 et au-dessus. Plus on s'approche d'un 25, plus on a des zones de résistance importantes. Et 1,25, c'est un seuil, un chiffre rond. Donc ça psychologique. Regardez à 1,20 comment le marché avait réagi. On a eu 1,20. Alors, 1,20 ici. On a eu le test en intraday, ça a été dépassé. Au final, on n'a pas conclu. Ensuite, ça a été dépassé pendant 2 jours, pardon. Et pendant plus de 3 mois, on va dire, on était resté sous 1,20. C'est la puissance d'un seuil psychologique. Donc voilà, 1,25. Pour moi, c'est une zone de résistance. C'est une zone sur laquelle le marché pourrait prendre une partie du bénéfice. Alors je ne dis pas que ce sera le point haut, mais je dis que le marché peut prendre une partie du bénéfice et donc faire consolider l'euro, voire même le faire replier sur du swing trading moyen terme. Et si l'euro baisse et qu'on a toujours cet appétit pour le risque sur les marchés actions, eh bien il y aura toutes les raisons pour que les indices de la zone euro profitent, soient haussiers à nouveau. Alors, je reviens sur l'euro GBP parce que j'avais une question dessus au début du webinaire et j'avais totalement oublié. Alors, l'euro GBP, techniquement, on a cassé sur ce range. Donc, on a un signal baissier jusqu'à 0,86, pardon. Signal baissier jusqu'à 0,86. Maintenant, voilà, on a le GBP qui a atteint une zone de résistance, tout comme l'euro, vous voyez, qui a atteint une zone. Donc voilà, je pense que l'euro GBP, voilà, si on regarde que l'euro GBP, techniquement, on a un signal baissier. Maintenant, honnêtement, je n'ai pas de forte conviction parce que l'euro arrive sur résistance et le GBP est sur résistance. Donc ça pourrait consolider à 0,87 avant une nouvelle direction, que ce soit haussière ou baissière. Donc voilà, pas vraiment au final sur l'euro GBP, même si on a ce signal de breakout qui, d'après les règles de l'analyse technique, donne un signal vendeur parce qu'on est sorti par le bas. Alors, le fait que la livre et l'euro, tous les deux, soient sous résistance face au dollar, ça va être compliqué de juger laquelle va le plus sous-performer. Voilà, donc pour répondre, Catherine, à votre question sur l'euro GBP, est-ce que l'euro GBP peut revenir à 0,85? J'ai envie de dire oui, c'est possible. Maintenant, ça voudrait dire que l'euro sous-performe la livre sterling, ce qui est le cas depuis le début de l'année. Si on regarde depuis le début de l'année, alors, depuis le début de l'année, on a la livre qui progresse de 5% face au dollar, l'euro de 3 et quelques. Donc on a une super-performance de la livre. Maintenant, la livre, c'est également le GBP-USD, on l'a vu, c'est l'actif parmi toute cette liste, parmi les matières premières, parmi les indices, parmi les cryptos, parmi le forex, qui a un momentum le plus en excès. Donc, ça pourrait entraîner une baisse importante de la livre sterling. Donc, on n'est pas à l'abri que, au final, la livre sous-performe l'euro ces prochaines séances et donc que l'euro GBP redevienne à la hausse. Donc voilà, avant de prendre une décision, je pense, sur l'euro GBP, je conseillerais d'attendre. Je conseillerais d'attendre au moins une clôture journalière. Ça renforcerait le signal. Ouais, donc pour les matières premières, l'or, je pense qu'il y a suffisamment de momentum pour que l'or vienne chercher les 1375. De toute façon, je vous rappelle que, comme ce qui avait été annoncé hier, je pense qu'il faut prendre une prise de bénéfice à 1350 pour ceux qui sont à l'achat.
pour ceux qui sont à l'achat, 1350, prenez au moins une partie des bénéfices. Et pour les plus ambitieux, 1375, enfin les plus ambitieux, pas les plus ambitieux, mais ceux qui veulent prendre des risques supplémentaires, 1375, ça pourrait être la seconde prise de bénéfice pour clôturer la totalité de la position. Parce que après cela, eh bien le momentum il est déjà en excès à 74, mais sera en forte zone d'excès. Et le dollar de son côté, eh bien il sera, je rappelle qu'il est en survente. Donc le dollar, on pourrait avoir un rebond, par exemple la semaine prochaine, ce qui ferait pression sur l'or. Donc, donc voilà, honnêtement, si l'or n'atteint pas 1375 dollars d'ici la fin de semaine, il faudra prendre en tout cas, je pense, ses bénéfices parce qu'il pourrait avoir un repli sur du court terme. Le WTI jusqu'à où? Écoutez, le WTI, on a une 10e séance donc de déstockage, ce qui a permis ce breakout. Techniquement, c'est un signal d'achat. Maintenant, voilà, le momentum, il revient, il est à 78, ce qui est très important. Donc moi, personnellement, je m'abstiendrai de rentrer à ce niveau de prix, à ce niveau de momentum, surtout sur que ce soit le WTI ou le Brent. Tant qu'il ne revient pas à 50, du moins, c'est le minimum pour s'intéresser aux positions acheteuses. Vous voyez que 50, ici on a eu rebond, ici on en a eu un, ici on a eu un petit excès, mais voilà, 50 également. Donc voilà, là on n'a pas eu le retour à 50. Donc jusqu'à où? Pour moi, ce prix n'est pas justifié. Il est surévalué. Le pétrole est surévalué pour les fondamentaux présents. Donc voilà, la prochaine résistance, on en a une à 66,15 sur lequel le cours est en train de buter actuellement, mais concrètement le prix pourrait très bien progresser jusqu'à 68,94. Maintenant, je pense que encore une fois, le WTI ne vaut pas ce prix. On a quand même une offre, certes, qui va augmenter moins que la demande en cette année, enfin qui est prévue d'augmenter moins que la demande cette année. Donc on a quand même les marchés, les producteurs américains qui devraient produire beaucoup plus que ce qui était prévu lors de la première estimation. La deuxième estimation de l'Agence internationale de l'énergie ont relevé ces prévisions de production des producteurs américains. Donc nous ne sommes pas à l'abri que plus le cours, vous voyez, va continuer à être à ce niveau de prix, et plus les producteurs américains vont être rentables et donc vont continuer cette activité. Donc au final, ça fera pression. Et dernière chose, on a les puits de pétrole aux États-Unis qui réaugmentent depuis quelques semaines, et on sait qu'il y a une corrélation négative entre puits de pétrole américains et cours de pétrole. La corrélation n'est pas totalement positive, n'est pas immédiate. Elle a une latence de 4, 5, 6 mois. Ce qui veut dire que lorsque les puits vont augmenter, ça aura un impact sur les cours 5, 6 mois après. Donc voilà, on n'est pas à l'abri que le pétrole consolide vers ces niveaux de prix pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avant de reconnaître une baisse finalement à partir de cet été. Et donc le trade du jour, alors trade du jour, je m'abstiendrai devant le dollar, comme vous l'aurez compris. Donc on va s'intéresser à une autre devise que le dollar, le CAD qui peut être intéressant à vendre, le GBP qui est en surachat, donc on va s'abstenir à l'acheter, l'euro, tout va dépendre de ma ordre, donc c'est un petit peu jouer au loto si on achète l'euro. Par contre le yen, voilà, 4 yens, ça pourrait être intéressant. Vendre 4 yens, bon, on a déjà la moyenne mobile à 200 jours, l'objectif à 88 qui va presque être atteint, on a encore 60 pips potentiel, mais je pense que ce support à 88 peut clairement être dépassé. Si par exemple on a une clôture journalière en dessous de cette moyenne mobile à 200 jours, donc si la moyenne mobile à 200 jours est cassée sur l'unité de temps journalière, on aura un signal baissier de moyen terme. On aura un signal baissier jusqu'au prochain support, donc prochain support c'est 87,32. On en a un autre ici. Alors, ouais, on en a un autre ici.
Je pense que le CAD yen, ça va être une belle paire à trader cette année, hein. Honnêtement, je pense qu'elle va être particulièrement intéressante. Ensuite, nous avons ici, alors excusez-moi, c'est pas clôture, je ne sais pas pourquoi il y a marqué clôture 2017. Voilà, donc ensuite on a un pivot là. Bon, déjà si on revient à 85, ça serait une excellente opportunité. Mais en tout cas, nous on a la vente depuis les 89. Pour ceux qui ne le sont pas, j'attendrai une case sur la moyenne mobile de 100 jours pour rentrer à la vente et viser les 85 sur du moyen long terme. Voilà, shorter le CAD yen, exactement Bruno. Pourquoi on short le CAD yen alors que la BOJ a une politique monétaire généreuse et la Banque du Canada durcit sa politique monétaire? Eh bien c'est justement pour ces raisons-là. C'est pour ces raisons-là. C'est parce que la politique monétaire de la Banque du Canada a quand même pas intégralement été pricée, mais on va dire presque, alors que celle de la BOJ, on a eu des premiers signes d'une possible normalisation de la politique monétaire dans les prochains mois. Alors ça ne va pas être au premier semestre, je vous rassure, ça va ni être au second normalement, mais à l'image de ce qu'on a connu sur l'euro en 2017, on est d'accord qu'en 2017, on n'a pas eu de fin du QE, on n'a pas eu de diminution du QE, on n'a pas eu de hausse des taux, on a eu la même politique monétaire en 2007 que ce qu'on avait en 2007, à quelques détails près. Mais on a eu la même. Et pourtant, l'euro était la devise, et la devise qui a été la plus haussière en 2017. Donc c'est pas parce que on a une politique monétaire généreuse que la devise ne va pas s'apprécier. C'est les anticipations du marché. Qu'est-ce qu'anticipe le marché? Le marché actuellement anticipe un durcissement de la politique monétaire de la BCE, et ça, c'est le début, vraiment le tout début d'une anticipation du marché d'un durcissement de la politique monétaire de la BOJ. Alors on y est très loin, hein. On est très loin. Je vous dis pas qu'en 2018 on va avoir un durcissement ou on va avoir un changement majeur dans la politique monétaire de la BOJ. Mais le marché peut très bien commencer à payer le yen en amont, justement pour anticiper cette décision qui pourrait intervenir en 2019. Voilà. Les premières estimations des analystes, c'est une fin du QE de la BOJ début 2019. Et il y a des premières estimations de hausse des taux de la BCE pour décembre. Mais bon, la probabilité est extrêmement faible. Mais plus la probabilité est faible, et plus la marge de progression de l'euro est importante. Et pareil pour la BOJ. Il y a actuellement, voilà, le marché n'attend quasiment rien de la BOJ. Ça commence tout juste. C'est un petit peu comme ce qu'on a retrouvé sur l'euro en 2007. Donc, le marché devrait de plus en plus pricer, acheter du yen, justement en amont de cette décision. Et donc, le CAD yen, c'est pour cette raison que le CAD yen est une excellente opportunité, pourrait être une excellente opportunité, tout comme l'USD yen. L'USD yen, actuellement, encore une fois, le dollar est extrêmement vendu, trop vendu à mon goût, hein. Donc je m'abstiendrai de shorter l'USD yen par exemple, même s'il est baissier, hein. Même s'il est baissier, je m'abstiendrai de shorter. D'ailleurs l'USD yen, je pense que on a un bon niveau de support à 108 qui peut rejoindre ce niveau-là. Mais voilà, à moyen terme, honnêtement, j'attendrai que le dollar revienne vers 50 pour vendre le billet vert face à l'euro, face au yen et face au GBP. Voilà. Alors, Loïc qui nous dit avis Bitcoin, conférence crypto IG ce soir. Alors oui, conférence crypto IG. Alors, tac tac. Alors, laissez-moi vous partager ce lien. Alors, service IG. Alors, formation, séminaire. Voilà. Les crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum. Tac. Définition, exactement. Voilà, c'est un webinaire crypto. Pour ceux que ça intéresse, je vous envoie ça tout de suite. Ah, merci pour le rappel, Loïc. Alors non, c'est pas moi, hein, François. Ce n'est pas moi qui fait le webinaire crypto de IG Market. Moi, je le fais un mercredi sur deux. Donc hier, c'était Yoav. La semaine prochaine, ça sera moi. Par contre, vous pouvez trouver des articles Bitcoin, hein, et crypto-monnaie dans la partie Bitcoin. Voilà. Et vous voyez que c'est l'un des actifs les plus actualisés, hein. C'est l'un des plus actualisés du site avec l'euro-dollar, l'or et le pétrole. Donc voilà.
Il y a des articles presque tous les jours, des nouveaux articles presque tous les jours sur notre ami Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Voilà. Voilà, écoutez. Donc je suppose que vous voulez une analyse sur le Bitcoin, Loïc. Écoutez, moi, mon analyse reste la même. J'ai fait une analyse technique dessus hier que je vous invite à lire, qui est disponible sur le site donc DailyFX. Les 10 000 ont tenu. Ils ont tenu la semaine dernière. Ils ont tenu lundi. Ils ont tenu mardi. Donc voilà, tant que ce support n'est pas tenu, j'estime que ce support des 10 000 dollars est techniquement, je dis bien techniquement intéressant à payer. Maintenant, si on a une clôture journalière en dessous, ce sera un signal baissier jusqu'à 8 650 dollars, qui correspond à 78% de retracement de cette impulsion haussière. Et donc, si on se met en 4 heures, voilà moi ce que j'attends. Donc le signal, alors, ouais, je vais pas vous mentir, de toute façon je vous mens jamais, mais voilà, pour avoir une preuve. Donc je l'ai publié hier à 14h34. Hein. Et donc, voilà, moi ce que j'anticipe, c'est une hausse du Bitcoin jusqu'à 12 693, qui correspond à 50% de retracement de celle-ci, de ce niveau-là, et qui a été un niveau de support. Vous voyez que le cours a rebondi à ce moment-là, ici, encore une fois, ici à peu près, encore une fois, avant d'être cassé. Ensuite, on a eu le rebond sur 10 000, résistance. Finalement, ce support est devenu résistance. Et donc voilà, moi j'attends une hausse du Bitcoin. Je pense qu'il va progresser jusqu'à 12 700. À partir de 12 700, deux scénarios. Soit on a un repli à nouveau à 10 000, ou soit on a un breakout. Et dans ce cas-là, le signal sera haussier jusqu'à ce niveau de prix, qui est 16 500. Voilà, donc si je devais le dessiner, donc c'était à ce moment-là à peu près, mercredi, voilà, midi, c'est exactement ça. Voilà. En clair, c'est ça. Donc déjà une hausse jusqu'à 12 600, 12 700. Et ensuite, soit on a une jambe de baisse, dans ce cas c'est un signal baissier direction 10 000, soit on a un breakout, on a une cassure, et dans ce cas, signal haussier jusqu'à 16 000, 16 500. Oui, pardon, j'ai oublié de vous préciser. Merci Loïc. C'est pas un webinaire, hein, c'est sur place, hein, la conférence de crypto-monnaie qui est organisée ce soir. Pardon, j'ai oublié de préciser. Merci hein, pour ce rappel, Loïc. Olive, alors qui nous dit je reviens sur $, vers 1,25, mais avec un retracement avant. Écoutez, en fait, là on est dans la zone d'influence des 1,25. Actuellement, on est dans la zone d'influence, ce qui veut dire que voilà, le marché peut très bien se replier depuis ce niveau de prix. Parce qu'on a été relativement proche des 1,25. Hier, on a fait un plus haut quand même à 1,2460. Si je devais tracer 1,25, euh, 1,25, voilà, c'est ici. Donc, actuellement, on est sur un niveau de timing très important. Parce que c'est Draghi. Donc en fait, Draghi, ce qu'il faut comprendre, c'est soit Draghi va donner confiance au marché. Dans ce cas-là, on va dépasser les 1,25 au moins en intraday. Je ne dis pas qu'on va clôturer au-dessus des 1,25, mais en tout cas, les 1,25 seront testés et dépassés en intraday. Ou alors, comme ce qu'attendent les analystes, c'est plutôt un ton dovish, plutôt un impact dovish sur l'euro, pardon. Et donc, retour à 1,22, 1,21 d'ici les prochaines séances semaines. Voilà, donc c'est possible qu'on ait fait le point haut ce matin. C'est totalement possible. Maintenant, tout va dépendre du ton de Draghi. Honnêtement, voilà, tout va dépendre du ton. Soit on le dépasse à 25 aujourd'hui. Je parle bien d'intraday. Hein. Soit on dépasse en intraday les 25, ou soit on revient en dessous des 1,23. Voilà un petit peu pour l'euro dollar Olive. Alors je vois que je n'ai plus de questions. Je regarde mais voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux. Ah, un petit mot sur le Dow Jones et le Nasdaq en intraday Olive. Très bien. Nasdaq et Dow Jones. Dow Jones, pour moi, vraiment,
le Dow Jones, momentum à 76, ce qui est très important, tout comme Wall Street à 80, le S&P à 80, ce qui est énorme. D'ailleurs, il y a 50% des composantes du Dow Jones qui sont qui ont RSI à 14 périodes en surachat. Une autre statistique, il y a 0% des 500 entreprises cotées sur le S&P 500 qui a un RSI survendu. Ça veut dire que même l'entreprise qui fait des pertes dans le S&P, peu importe, même si elle fait des pertes, elle a un RSI journalier à 14 périodes qui n'est pas survendu. C'est un petit peu, je trouve, alarmant en tout cas. Donc voilà, prudence sur S&P et sur Wall Street. En intraday, c'est compliqué à vous donner un objectif parce que ça dépend de Trump en ce moment. Trump qui rejoint le Forum économique mondial en Suisse aujourd'hui, qui a porté un discours. Donc le discours en aura bien évidemment un impact. Le protectionnisme impacte à moyen long terme les marchés américains et ça détourne l'attention des investisseurs, l'attractivité des investisseurs. Donc voilà, au lieu qu'un investisseur, parce que le protectionnisme c'est pas bon pour les échanges, c'est pas bon pour l'économie. Donc les investisseurs, voilà, ça n'a pas un impact direct, mais c'est un impact de long terme. Si Donald Trump, son gouvernement met en place des barrières commerciales, ce qu'il est en train de commencer à faire tout juste, mais s'il en met des réelles et sérieuses vraiment importantes, parce que apparemment c'est sur les panneaux solaires et les machines à laver, vous doutez bien que c'est pas un marché énorme, mais voilà, si par exemple le NAFTA, l'ALENA en français, pardon, s'il est abrogé par les gouvernements Trump, ça aurait un impact important sur sur l'économie. Et ça aurait, je ne dis pas qu'il y aura un crash sur les marchés actions, mais du coup les investisseurs préféreront acheter d'autres indices comme ceux de la zone euro ou asiatique plutôt que ceux des États-Unis. Voilà. Donc en intraday, honnêtement, ça dépend de ce que va dire Trump en Suisse. Donc voilà, je ne serais incapable de vous dire si l'impact, pour être honnête avec vous. Par contre, techniquement, la tendance est haussière. La tendance est haussière, donc faut pas vendre ces signaux qui alertent l'euphorie. Voilà, ça alerte, ça alarme, ça permet de nous mettre en vigilance, mais ce n'est nullement des opportunités pour vendre. Parce que vous prenez le risque de ne pas vous positionner au bon prix. Parce que le momentum a toujours la théorie du momentum, c'est qu'il précède l'action du prix. Donc on peut très bien avoir un signal baissier ce 21 janvier, mais avoir une baisse le 25 mars. Vous voyez, donc et d'ici le 25 mars, le S&P aura probablement atteint les 3000. D'ailleurs 3000, niveau de prix important, ça peut être le moment à 3000 où le marché va prendre des bénéfices. Donc on continue tout droit vers le nuage si je comprends bien de la part de Olive. Exactement. Honnêtement, le S&P, c'est 3000. Maintenant, en termes de trading, est-ce que ça s'achète alors que le momentum journalier est à 80, que aucune des entreprises cotées sur S&P ont un RSI journalier à 14 périodes inférieur à 30? Moi, j'appelle ça clairement de l'excès. Mais clairement, il y a pas d'autre mot. Donc voilà, acheter de l'excès, de l'euphorie, ça ne me convient pas personnellement. Donc je m'abstiendrai de payer ce niveau de prix, même si la tendance est haussière et même s'il y a un potentiel haussier jusqu'à 3000. Si vous pensez que c'est bien, alors allez-y. Mais moi personnellement, je pense que c'est beaucoup trop risqué. C'est beaucoup trop risqué. Pour vous donner un ordre de comparaison, on a seulement 13% des composantes du CAC 40, 13%, qui sont surachetées. Donc Wall Street, c'est 3 fois plus. Pardon, ceux du Dow Jones, c'est 3 fois plus. Voilà. Donc écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, même heure, même salle de training pour le prochain point de marché. Et donc voilà, soyez prudents sur le marché. Draghi cet après-midi. Donc voilà, attention à votre positionnement sur les actifs de la zone euro.